Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être différente de ce que je peux faire concernant les threads d'horreur Reddit. Généralement ce que je vous propose en thread d'horreur Reddit, ce sont plutôt les derniers threads qui sont apparus et ceux qui m'ont marqué. Mais je me suis dit que ça pourrait être cool de vous présenter dans un plus gros format les threads Reddit qui sur la plateforme ont beaucoup marqué les utilisateurs. Il est possible dans ce format là que vous entendiez des histoires que vous avez déjà vues sur d'autres chaînes. Je vais m'efforcer pour ne pas raconter des histoires que j'ai déjà racontées. Après peut-être que si des histoires sont vraiment incroyables, je les raconterai de nouveau en format un peu reboot. Mais je vais quand même essayer de faire en sorte de ne pas avoir d'histoires que j'ai déjà racontées sur ma chaîne. Je répète, il est possible que vous ayez déjà entendu certaines histoires sur la chaîne notamment du Big Boss Squeezie ou alors sur la chaîne d'autres personnes qui font des threads d'horreur. Donc voilà, je préchote un peu pour pas qu'on vienne me dire en commentaire machin raconté. Si vous l'avez déjà entendu ailleurs, d'un côté c'est peut-être normal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous l'aurez pas entendu chez moi. Et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas raconter des histoires que je trouve cool sur ma chaîne, bien qu'elles aient été racontées ailleurs. J'espère que ce format-là vous plaira, c'est un format qui normalement devrait être plutôt long. On va se retrouver avec 5 histoires, tout aussi folles les unes que les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir, c'est très important et je remercie tous ceux qui le feront, comme je remercie ceux qui s'abonnent au fur et à mesure à la chaîne. Ça fait plaisir de voir que la communauté YouTube s'agrandit petit à petit. Je vous laisse également mon Instagram si jamais vous souhaitez m'envoyer votre histoire pour passer dans un thread d'horreur abonné. Attention, c'est pas parce que vous m'envoyez votre histoire qu'automatiquement vous allez passer dans un thread d'horreur abonné. J'essaie de traiter toutes les histoires. J'essaie aussi de varier un peu mon contenu, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus que des threads abonnés. Sinon même pour moi ce serait un petit peu ennuyant je pense. Mais voilà, n'hésitez pas, je lis tout le monde. Ou alors si simplement vous avez envie de suivre ma petite vie, c'est là-bas que ça se passe. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans les 5 threads d'horreur Reddit les plus effrayants. La première histoire que nous allons aborder est celle de Tim. Tim nous dit que cette histoire se passe en 2007 et au moment des faits, sa mère était partie de la ville, le laissant seul. Il avait 15 ans, il vivait dans une petite maison, dans un quartier plutôt moyen. Et Tim nous dit que sa mère était un petit peu paranoïaque, donc elle ne voulait pas qu'il reste trop longtemps seul. Donc évidemment, à ce moment-là, sachant qu'elle allait partir plusieurs jours pour un voyage d'affaires, elle lui a interdit de rester à la maison, elle a dit qu'elle devait aller dormir chez un ami. Cet ami ne vivait pas du tout loin de là où vivait Tim, il se trouvait à une rue à peine, et là où sa mère devait faire un voyage d'affaires, ça se trouvait à peu près 2 heures de route, donc si jamais il y avait une urgence, on va dire que le temps de trajet est raisonnable. Tim était pas très content de la situation, c'est pas qu'il n'aimait pas l'ami chez qui il devait rester, mais c'est qu'à 15 ans il se considérait comme assez vieux, assez grand pour prendre soin de lui-même. Donc avant que la mère ne parte, il lui faisait des petites réflexions lui disant mais je suis assez grand pour m'occuper de moi. Donc il essaye de mettre en place un deal. Le deal ce serait que c'est qu'il reste seul chez lui et que de temps en temps il rende des comptes aux parents de son ami pour dire que tout va bien. Finalement il y a un argument qui a fait que Tim a accepté d'aller chez son ami sans broncher. Cet argument c'est que cet ami venait d'avoir une nouvelle console de jeu, donc immédiatement il se dit ok je vais y aller. Donc sa mère s'en va pour son voyage d'affaires, Tim va chez son ami, ils passent du bon temps ensemble et vers 11 h du soir ils sont en train de rigoler, ils regardent un petit peu le nouveau téléphone à clapper. Effectivement on est en 2007, les iPhones c'est pas encore ce qu'il y a partout. Ils rigolent ensemble, tout se passe bien, le temps avait déjà passé, on était le dernier soir où Tim devait rester chez son ami, ils avaient pas mal joué à la console, donc ils en avaient un peu marre, ils traînaient. Les parents de l'ami de Tim, eux, étaient sortis, ils avaient acheté des pizzas pour les adolescents pour qu'ils passent un bon petit moment, mais ils devaient revenir vers les minuit. La mère de Tim devait revenir le lendemain matin, il ne sait pas vraiment à quelle heure, et il lui vient une idée. Il veut faire une petite blague à sa mère, il sait que même si elle revient et qu'elle est claquée, elle va écouter les messages sur le téléphone. Donc il se dit, avec son ami, qu'il va laisser un message ou deux pour que sa mère les écoute. Donc les deux adolescents composent le numéro de téléphone de la maison de Tim, ils mettent sur haut-parleur pour faire leur blague. Normalement, pour avoir un contact avec la messagerie, il faut attendre environ 5 sonneries. Il y a une sonnerie, puis 2, Tim et son ami réfléchissent à ce qu'ils peuvent laisser comme message, et à la 3e sonnerie, quelqu'un décroche le téléphone et répond « Allô ?» Tim est très surpris, il décrit la voix qu'il a au bout du fil comme la voix d'un homme qui a l'air d'avoir la soixantaine d'années, et il dit également que cette voix semblait menaçante. Il ne sait pas la décrire exactement, effectivement c'est compliqué de décrire une voix, mais elle avait l'air très froide, très menaçante. Le genre de voix, selon ce que dit Tim, qui te fait changer de trottoir si tu l'entends dans la rue. Tim pose les yeux sur son ami est très pâle, a les yeux totalement écarquillés. Tim ne sait pas à quoi il ressemblait à ce moment-là, mais il pense, vu à quel point il était choqué,
qu'il avait la même allure que son ami. Ensemble, ils ne savent pas quoi dire, ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un décroche. Et là, de nouveau, à l'autre bout du fil, l'homme qui a décroché dit « Allô, bonjour ?» Tim, il a un mini instant d'adrénaline, il se dit qu'il va clairement embrouiller le mec en lui disant « T'es qui? Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Sauf qu'avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme à l'autre bout du fil répond avec une voix assez basse « Tu n'aurais jamais dû appeler. » Et après cela, il a raccroché. Une fois que le contact est terminé, Tim fait tomber son téléphone, paniqué. Son ami l'est également, il dit « Mais tu sais qui c'était ce gars-là ?» Tim dit que non, évidemment. Il vérifie au cas où qu'ils ont bien composé le bon numéro. Peut-être qu'ils avaient fait une erreur dans un chiffre et qu'en fait ils avaient appelé chez quelqu'un d'autre. Mais non, le numéro est le bon. Donc le stress de Tim et de son ami ne descend pas. Ils sont tellement paniqués qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Ils pensent qu'ils doivent appeler quelqu'un, mais qui? Je sais que pour vous, vous vous dites immédiatement il faut appeler soit la mère, soit la police, mais mettez-vous dans cette situation, ils sont paniqués, ils n'ont pas les idées claires. Plutôt que d'appeler qui que ce soit, Tim et son ami courent dans toute la maison pour s'assurer que toutes les portes et les fenêtres sont bien verrouillées. Ils pensent que peut-être l'homme sait qui est Tim, sait où il est et peut-être qu'il va venir le chercher. Ils ont ensuite appelé les parents de l'ami de Tim. Ils étaient sur le chemin retour à 15 minutes en voiture à peu près. Et eux, les idées claires, ont dit qu'ils allaient s'occuper d'appeler la police et que Tim et son ami devaient rester dans la chambre en attendant. Et donc, pendant une dizaine de minutes, Tim et son ami étaient dans la chambre à ne rien dire, blottis dans un coin de la pièce, à attendre. Ils ont eu un nouvel instant de panique quand la porte de la chambre était en train d'être forcée, il y avait quelqu'un de l'autre côté qui cherchait à l'ouvrir absolument, mais pas d'inquiétude. Les personnes qui étaient de l'autre côté, c'était les parents de l'ami de Tim qui avaient juste oublié qu'ils avaient dit à Tim et son ami de s'enfermer dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé après? La police est arrivée à la maison de Tim. Tim, totalement apeuré, ne se souvient pas forcément de ce qui s'est passé, il avait peur d'aller dehors. On lui a posé beaucoup de questions. Mais malheureusement, il n'a pas pu donner beaucoup de réponses, beaucoup de détails, parce que les seules informations qu'il avait, c'était simplement une voix. La police demande donc les clés de la maison à Tim pour rentrer dans la maison. Et il se trouve qu'en fait, la police a demandé les clés parce qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. La seule chose qu'il y avait d'étrange, c'était la porte d'entrée qui était grande ouverte, mais qui ne semblait pas avoir été forcée. Donc en fait, il demandait qui avait les clés de la maison. Parce que peut-être une tierce personne, en plus de la mère et de Tim, avait un jeu de clés. Mais non, il n'y avait bien que Tim et sa mère qui en avaient. Dans la maison, tout était en ordre, rien n'avait été mis à sac et il n'y avait aucun objet de valeur qui semblait avoir été pris. Il y avait par exemple de l'argent sur un meuble qui n'a pas été touché, la télévision était toujours là, un ordi portable qui était sur la table de la cuisine s'y trouvait toujours. Les seuls trucs qui ont été bougés, c'est dans les chambres où des tiroirs étaient ouverts comme si quelqu'un cherchait quelque chose, mais quelque chose de précis. Évidemment, la mère de Tim a été appelée. Elle est rentrée à la maison directement, elle n'a pas attendu le lendemain pour rentrer. La police a cherché, a enquêté, mais n'a trouvé aucune réponse, n'a fait aucune découverte sur qui était l'individu et ce qu'il recherchait. Apeurés par cette situation, la mère de Tim ainsi que Tim ont déménagé. Et quand ils ont emménagé dans leur nouveau logement, là, on va dire que la pression est bien redescendue, ils se sentaient beaucoup mieux. Ils ont réussi à retrouver une certaine sérénité dans leur habitat. Tim ajoute une chose. C'est que la journée du jour où se passent ces événements se passent le soir, Tim était rentré chez lui rapidement pour aller chercher un cahier dans sa chambre. Il assure que tout était en ordre, tout était clean, la porte n'était pas grande ouverte comme elle l'a été retrouvée le soir, mais il dit que dès qu'il a mis les pieds dans la maison, il avait la chair de poule. Il avait un mauvais pressentiment mais il ne sait pas pourquoi. Il s'est juste précipité pour aller chercher son cahier et il est reparti. Il ne voulait pas rester seul dans sa propre maison, comme si son instinct lui disait de s'en aller rapidement. Il a reverrouillé la porte, donc il est sûr que ce n'est pas lui qui a potentiellement laissé la porte ouverte le soir. Et une fois qu'il est sorti de la maison, il n'a pas regardé derrière lui, il avait ce sentiment d'urgence de « va vite te mettre en sécurité ». C'est ce qu'il a fait. Est-ce que ce sentiment est lié à ce qui s'est passé? Il ne sait pas le dire, parce qu'il est possible que, sachant qu'il s'est passé quelque chose, il associe le sentiment qu'il a ressenti, alors que ça se trouve c'était juste que, n'étant pas habitué à rester seul, il avait une sensation étrange, mais qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le soir. Lui, dans sa tête, il se dit que peut-être il y avait déjà l'homme dans la maison ou qu'il était suivi par l'homme, parce qu'il sait ce qui s'est passé le soir, alors que ça se trouve, il n'en est rien. Cette histoire s'arrête ici, il y a beaucoup de mystères, c'est toujours assez frustrant de ne pas savoir quelles étaient les intentions de l'homme. Il y a une théorie comme quoi peut-être il s'est juste trompé de maison et qu'il cherchait à avoir, je sais pas, des documents, qu'il avait une cible, mais qu'il s'est trompé de cible. Je pense que ça peut se tenir, même s'il y a bon nombre de théories, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est pas un cambriolage classique dans le sens où
rien de valeur n'a été pris. C'est ça qui est assez surprenant, et ce qui est aussi assez étrange, c'est que l'homme a pu rentrer dans la maison assez facilement. Peut-être qu'il préparait son coup de longue date et qu'il a réussi à faire un double des clés. On va spéculer d'une manière assez folle. Peut-être que la mère travaillait sur un gros contrat, on ne sait pas quel travail faisait la mère, et qu'un de ses collègues jaloux voulait peut-être voler quelque chose. Au travail, il a réussi à choper des clés, faire un double, et il s'est infiltré là-bas pour essayer de choper des documents professionnels, ce genre de choses. Ça peut se tenir comme bon nombre de théories, comme un cambriolage classique, ou alors quelqu'un qui avait repéré que il y avait la mère qui vivait là et qui voulait rentrer pour abuser d'elle, que ça, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut penser, mais rien qu'on ne peut réellement avérer. Maintenant, on va voir deux histoires en une. Je ferai un cut quand on passera à la partie 2, sur Reddit elle a été postée en deux parties. Ce témoignage sera celui de quelqu'un que nous allons appeler Isidora. Isidora avait 20 ans, elle a déménagé à Baltimore parce qu'elle cherchait à changer de vie pour détruire une habitude qu'elle avait. Cette habitude, c'était la prise de drogue. Malheureusement, ce déménagement ne l'a pas aidée. Elle n'a pas arrêté d'avoir ses mauvaises habitudes. Elle en achetait beaucoup au point de dépenser quasiment tout son argent, et de par cette habitude, elle a rencontré beaucoup de personnes étranges. Elle dit qu'elle a rencontré beaucoup de personnes qui sont des hacks qu'elle explique comme des chauffeurs de taxi, mais illégales. Ce sont des chauffeurs qui apparemment connaissent l'emplacement des vendeurs de substances, et donc ceux qui consomment ces substances font appel à eux pour aller directement à un point de vente. En plus de ça, ils sont très peu chers. Ils facturent apparemment la moitié du prix d'un chauffeur de taxi classique. Elle a rencontré donc un homme, on va l'appeler Danny, qui était ce type de chauffeur de taxi. Elle n'avait pas l'habitude d'utiliser ce genre de moyen de locomotion, mais une fois, elle en a eu bien besoin parce que elle s'est fait arrêter par la police alors qu'elle conduisait, et elle était avec un ami, et cet ami avait des drogues sur lui, donc le véhicule a été retiré, ils ont été emmenés au poste, etc. Enfin, il y a eu toute la procédure, et finalement ils ont été libérés, et là, problème, ils ont été libérés un peu tard dans la soirée, donc impossible pour Isidora d'aller chercher sa voiture à la fourrière. Elle doit attendre le lendemain. Donc elle ne sait pas trop quoi faire, et c'est là qu'elle se souvient de la rencontre qu'elle avait fait, le fameux chauffeur de taxi illégal, Danny, et elle se dit pourquoi pas tenter. Elle avait jamais vraiment essayé ce genre de choses, donc elle se dit il y a une première fois à tout. Elle appelle, et là, bingo. Il était assez tard, mais Danny était réveillé, et en plus de ça, il n'était pas très loin de là où se trouvait Isidora. Elle se dit qu'elle a pas mal de chance après une journée pourrie, donc elle attend, et en 20 minutes à peine, le chauffeur de taxi arrive devant elle. Elle monte dans le véhicule et elle est assez surprise. Elle essaye de faire une description de Danny et elle dit que la meilleure description qu'elle peut faire de cet homme, c'est gris. Le décrire en une couleur gris. Sa voiture était grise, l'intérieur était gris, lui est habillé en gris, la couleur de sa peau était pâle, presque grise. Elle dit qu'il est presque effrayant, mais elle ne se pose pas plus de questions que ça parce qu'elle n'a pas les idées claires. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui est addict aux substances, et en plus de ça, il vient, entre guillemets, lui sauver la vie. Peut-être que l'utilisation du terme sauver la vie est un peu extrême, mais il la sort d'un mauvais pas. Elle dit que quand on est accro aux substances, on est habitué à croiser des gens bizarres, et qu'on apprend à passer outre. Il faut savoir qu'Isidora ne voulait pas qu'on la ramène directement chez elle. Elle ne veut pas que des personnes du milieu qu'elle fréquente suite à ses habitudes découvrent où elle vit, donc ce qu'elle demande c'est qu'on la dépose à une gare routière pour qu'elle puisse ensuite prendre un bus et rentrer chez elle. Sauf qu'il est plutôt tard dans la soirée, donc il n'y a plus de bus qui passe. Donc c'est là que ce cher Danny va proposer à Isidora d'aller regarder la télé tranquillement chez lui jusqu'à ce que les bus reprennent du service. Et Isidora nous dit qu'elle a hésité un petit peu, mais que, voyant que Danny n'avait pas l'air d'être quelqu'un de menaçant, elle a accepté. Ce qu'elle voulait, c'était juste pas traîner dehors, donc elle se dit être chez quelqu'un, pourquoi pas. Danny a remarqué qu'elle était de base un peu hésitante, donc il lui a dit t'en fais pas, je vais rien faire. Il essaie de la rassurer parce que Isidora est quelqu'un qui est assez petite et jeune. Elle avait 20 ans au moment des faits. Et évidemment, la gare routière, de nuit comme ça, c'était pas l'endroit qui était le plus approprié pour une jeune femme, seule, sous l'emprise de substances. Donc les deux vont vers le domicile de Danny. Isidora se souvient qu'il a conduit à peu près une demi-heure pour se rendre jusqu'à chez lui. C'était hors de la ville, pas dans les bois, mais dans une zone assez boisée. Et c'est en s'approchant de sa maison que Danny a commencé à agir assez bizarrement. Danny dit que non loin de chez lui vit un haut gradé de la police qui l'a aidé à se sortir de quelques situations difficiles, et une fois garé dans l'allée, là, Isidora est stupéfaite. Stupéfaite parce que il semble que la maison de Danny ce soit une sorte de petit manoir. Elle est choquée parce que Danny n'était pas très propre sur lui. On pensait qu'il pourrait vivre
dans un petit logement. Il a une voiture qui ne respire pas le luxe, qui est un peu sale à l'intérieur, et du coup ça dénotait avec son lieu de vie. Danny a expliqué que la maison était à sa mère, qui était décédée récemment. En plus de ça, il n'avait pas un travail qui lui faisait gagner des sommes astronomiques. Il était chauffeur de taxi illégal. Une fois rentré à l'intérieur du domicile, là, Isidora constate que l'intérieur est à l'image de la personne qui y vit. C'est-à-dire que bien de l'extérieur, ça semblait être quelque chose de pas luxueux, mais d'assez beau. À l'intérieur, c'était très poussiéreux et c'était en désordre. Quelque chose qui a marqué Isidora, bien qu'elle ne soit pas restée longtemps dans cette pièce, c'est la cuisine, car l'évier était rempli de choses, et il y avait une sorte de petite nappe, pas une serviette mais un torchon, qui cachait ce qu'il y avait dedans, mais on voyait que c'était assez rempli. Elle suppose que c'était de la vaisselle, sale, mais encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Tout ça pour vous, quand vous écoutez le témoignage d'Isidora, ça vous provoque sûrement plein de red flags. Elle n'est pas dans son état normal, donc les red flags n'apparaissent pas tout de suite. Dans les vapes, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais à ce moment-là, Isidora avait consommé des substances, donc ça faisait encore effet dans son corps. Elle demande où se trouve la salle de bain pour se mettre un peu d'eau sur le visage et essayer de retrouver les idées claires. Après s'être passé un peu d'eau sur le visage, Isidora revient dans le salon, elle regarde un petit peu l'environnement, elle essaie de voir la porte d'entrée, quel type de serrure il y a, au cas où qu'elle doive se créer une solution de fuite, de sortie, rapidement. Elle espère qu'elle n'en aura pas besoin, mais elle essaye d'être prévoyante. Sauf que alors qu'elle voulait s'approcher de la porte d'entrée pour analyser un peu la chose, elle a été interrompue par Danny qui lui a apporté un verre d'eau ainsi que des pilules. Évidemment, Isidora demanda à quoi servaient ces pilules et il lui a dit que c'était des sortes de somnifères pour dormir. Il était 3h du matin, la gare routière devait ouvrir à peu près 6h, donc elle se dit qu'elle a juste à patienter 2 heures avant de devoir partir reprendre la voiture pour aller à la gare routière. Pour elle, dormir est inutile, il n'aurait même pas le temps de faire une petite sieste, mais Danny est insistant, donc finalement elle dit « Allez, pourquoi pas ?» Elle prend les pilules, elle les met dans sa bouche et elle boit le verre d'eau qu'on lui a donné. Elle demande d'en avoir un autre et Danny part donc avec le verre pour le remplir de nouveau. Isidora n'a pas avalé les pilules, elle les a juste cachées dans un coin de sa bouche et une fois que Danny est hors de vue, elle les a retirées et cachées sous le canapé. Mais elle se dit qu'elle n'aurait peut-être même pas dû boire l'eau parce que peut-être qu'il y avait même dans le verre d'eau quelque chose. Danny revient avec un nouveau verre d'eau et ensuite Isidora et cet homme parlent de tout et de rien. Danny va poser quelques questions. Des questions assez bizarres sur les substances, demandant quelle substance assomme quelqu'un, on va dire lui fait perdre connaissance. Combien de doses il aurait besoin, par exemple, pour quelqu'un du gabarit d'Isidora. Évidemment, Isidora est mal à l'aise, mais elle essaye d'agir comme quelqu'un qui n'a pas peur. Danny essaie d'être tactile avec la jeune fille, elle, à chaque fois, elle rentre dans le jeu, mais en prenant quelques précautions. C'est-à-dire qu'elle ne s'enfuit pas en courant, mais quand Danny pose ses mains sur ses épaules, elle dit « Ah, désolé, j'aime pas les massages », elle essaye de rester sympathique, mais de créer une distance. Le temps passe encore, Isidora attend sur le canapé que le temps passe, Danny lui fait un peu les 100 pas, il parle de comment il a récupéré tous les petits bibelots qu'il a chez lui, comment sa mère est décédée, et Isidora est de plus en plus mal à l'aise. D'un côté, elle espère juste qu'elle interprète mal les événements et qu'en fait Danny est juste quelqu'un de très solitaire, mais pas dangereux, mais de l'autre côté, elle se doute bien qu'elle est en très mauvaise posture. Et au fur et à mesure de la conversation solitaire de Danny concernant sa mère, Isidora constate quelque chose d'assez particulier, c'est que Danny semble avoir une obsession pour sa mère, mais une obsession assez creepy, c'est-à-dire qu'il conserve tout ce que sa mère a pu utiliser. Par exemple, si elle a bu un verre d'eau, il conserve le verre d'eau, et le verre est laissé à l'endroit où la mère l'avait posé. À un moment donné, Danny propose à Isidora de lui faire visiter l'étage, mais plus particulièrement sa chambre. Isidora accepte, elle ne peut pas faire de vagues, donc elle le suit dans les escaliers. Il y avait l'air d'avoir 3 étages, mais il s'arrête au 2e. Pendant la montée, Danny insistait pour qu'Isidora passe devant lui, mais elle faisait genre qu'elle ne l'entendait pas, donc elle restait derrière. À plusieurs reprises pendant cette soirée, il cherchait à se retrouver derrière elle. Pourquoi? On ne le sait pas. À ce stade-là, elle s'attend à voir le corps de la mère de Danny quelque part. Sachant qu'il a cette obsession de garder tout ce qu'elle a touché, elle se dit il peut être tellement fou qu'il a carrément gardé le corps de sa mère. Et c'est vrai qu'après tout ce qu'Isidora a dit, on peut se dire que c'est possible. Mais finalement, il n'en a rien. Dans la chambre, il n'y a rien de particulier à part de la poussière et des bibelots. Danny invite ou oblige Isidora à s'asseoir sur le lit. Et de nouveau, Danny, en s'asseyant de l'autre côté du lit, reparle de sa mère. Et c'est là que Danny va plonger ses yeux dans ceux d'Isidora. Et il va lui dire « Tu es si belle.
On dirait une petite fille, et je suis sûr que les petites filles t'aiment bien. Isidora essaye de ne pas paniquer, ou en tout cas elle essaye de ne pas montrer qu'elle panique, et elle essaye de remettre la conversation sur le sujet de la mère. Danny se lève, il va dans un coin de la pièce, et il repart sur un sujet de conversation précédent, celui des substances, notamment la dose pour assommer quelqu'un, mais plus précisément, un enfant. Il me demande comment il pourrait faire pour garder un enfant dans les vapes pendant de longues périodes, sans pour autant le tuer. Isidora est très mal à l'aise. Elle veut sortir, elle dit « faut que j'aille aux toilettes », sauf que Danny agit comme s'il n'entendait pas, et il lui dit « je vais te montrer quelque chose ». Il ouvre la porte d'un placard, ce qui semble être la porte d'un placard, et en fait c'était pas un placard, c'était une porte qui donnait sur un renfoncement dans le mur. Et dans ce renfoncement, Isidora, elle voit la pire chose de sa vie. Elle voit qu'il y a un lit, qui est adapté non pas pour un adulte, mais pour un enfant, et il y a des sortes de sangles de chaque côté, et Isidora clairement comprend à quoi ça sert à contraindre quelqu'un, pour que quelqu'un ne puisse pas se défendre. Si vous ne l'avez pas compris, Danny avait une sorte de mini pièce chez lui pour contraindre un enfant à faire ce qu'il désire. N'en pouvant plus, Isidora sort de la pièce, elle prétend qu'elle va aux toilettes, et elle sort son téléphone dans l'escalier, alors que son téléphone n'avait plus de batterie, qu'il était mort, et elle fait genre qu'elle appelle un ami. Elle simule une conversation avec quelqu'un. Le contenu de la conversation n'est pas très intéressant, en gros, elle donne des points clés de ce qui s'est passé, qu'elle est chez le conducteur de taxi qu'elle avait rencontré plus tôt, etc., etc. Mais en tout cas, ce qu'elle arrive à faire croire à Danny, c'est que l'ami avec qui elle fait croire qu'elle est au téléphone va venir la chercher à l'arrêt de bus, donc il faut la ramener maintenant. Elle a jeté un coup d'œil à Danny quand elle a donné cette information, et elle se souvient très bien du regard qu'il a eu. Un regard très sombre. Un regard presque pervers. Isidora continue d'avoir ce comportement, le comportement où elle fait semblant de n'avoir rien vu d'étrange ou de flippant. Elle joue la comédie, elle fait croire que tout ce qui se passe est normal. Mais elle fait comprendre, quand même, que bien que ce soit un mensonge, qu'elle a parlé de lui à son ami, et donc il est identifié, et qu'on sait que c'est avec lui qu'Isidora a été pour la dernière fois. Donc si jamais il se passe quelque chose, le Danny il devrait flipper, parce que les gens savent qu'Isidora était avec lui, si jamais il lui arrive quelque chose. Alors que c'est totalement faux. Personne n'est au courant. Heureusement, Isidora a été ramenée en sécurité à la gare routière. Danny était un peu bizarre sur le chemin, mais il n'a pas eu un comportement déplacé ou quoi que ce soit. Il était assez silencieux. Et c'est là que se termine ce qu'Isidora appelle sa première rencontre avec un tueur en série. Je vous l'ai dit, cette histoire est en deux parties parce qu'il y a eu une seconde rencontre avec le même homme que je vais vous décrire maintenant. Après la première rencontre avec Danny, Isidora a contacté un de ses amis qui travaillait à la police. Elle avait, quand Danny l'a déposé dans la première partie à la gare routière, noté sa plaque d'immatriculation. Elle avait également son numéro de téléphone, son nom. Donc elle a donné toutes ces informations à son ami et elle a décrit également ce qui s'était passé chez lui. Pendant les 2 semaines qui ont suivi cette première rencontre, Isidora était en alerte. Elle a reçu quelques appels masqués auxquels elle n'a pas répondu, elle ne sait pas si c'était lui ou pas même si elle le suppose, et elle a mis donc 2 semaines avant de reprendre le cours de sa vie normale. Elle se dit que peut-être elle a exagéré ce qui s'était passé, qu'elle était trop sous l'emprise de substances et que du coup elle a exagéré tout ce qu'elle a pu voir alors qu'en fait il n'y avait rien de choquant, même si on sait que si. Et un jour, Tom, un ami et elle ont décidé de faire un petit tour en ville. Le but de ce petit tour en ville, c'était récupérer la dose de substance dont avait besoin Isidora pour combler son addiction. Ça devait leur durer ensuite pour 2-3 jours. Isidora est consciente, quand elle écrit cela, qu'elle était quand même sacrément accro. Et bien au moment d'aller faire ce tour en ville, elle décide de prendre plus que d'habitude. Et elle ne sait pas pourquoi, mais le voyage pour aller récupérer sa dose a été assez compliqué. Ils sont partis en retard, sur la route il y a eu un accident. Vous savez, quand vous avez un rendez-vous à faire et que tout sur votre route se dresse contre vous, vous vous dites cette journée elle va être pourrie. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là pour Isidora, et ça a continué quand elle est arrivée parce que le contact qui devait lui vendre ces substances, voyant qu'elle n'arrivait pas ou qu'elle était en retard, il est parti. Elle décide donc de contacter un autre vendeur qui lui vend à côté d'un restaurant, le restaurant de Donuts où elle avait rencontré Danny la première fois. Tom et Isidora s'y rendent, et Isidora demande à son ami de se garer pas directement à côté du vendeur pour ne pas avoir l'air intimidant. Généralement les vendeurs habituels
que Isidora Courtois connaisse Tom, donc il n'y a pas de problème pour la vente, mais là c'est un nouveau vendeur, donc elle ne veut pas donner l'impression que Tom est un gros bras qui va tabasser le vendeur pour lui voler son stock. Donc pour créer une sorte de relation de confiance, elle demande à Tom de se garer plus loin et elle va à pied pour retrouver le vendeur, et elle dit que sur les trajets, ce qu'elle fait habituellement, c'est qu'elle regarde toujours ses pieds vers le bas, elle ne s'arrête pas si on la klaxonne, elle trace sa route. La route qu'elle traverse est normalement pas mal bondée, il y a un trafic habituel, mais là, étonnamment, il n'y a qu'elle et une voiture de temps en temps qui passe. Alors qu'elle est en train de marcher vers le vendeur, qu'elle va le retrouver, une berline noire s'arrête à côté d'elle. Et qui était au volant? Danny. Il ouvre directement la portière côté passager et dit à Isidora de monter. Là, vous vous attendez à ce que je vous dise qu'Isidora a pris peur et a fait comme si elle ne voyait pas Danny, qu'elle s'est barrée en courant, mais pas du tout. Je sais que vous, en écoutant l'histoire, vous allez vous dire « mais elle est folle », parce que oui, elle est montée dans sa voiture. À sa décharge, elle est totalement accro aux substances. Et elle a passé les 2 ou 4 semaines après la première rencontre avec Danny à s'auto-persuader que tout ce qu'elle avait vécu n'était que son imagination et que c'est son addiction qui lui a fait imaginer des choses. Donc à force de s'auto-persuader, elle a réellement réussi à se convaincre qu'elle a confondu fantaisie et réalité et qu'en fait dans la réalité il ne s'était rien passé et que tout était dans sa tête. Donc en fait à ce moment-là, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'anormal. D'où le fait qu'elle ait décidé de monter dans sa voiture. Mais elle n'est quand même pas à l'aise. Bien qu'elle ait réussi à se convaincre qu'elle avait tout imaginé, elle a un sentiment désagréable. Donc elle décide, même si elle ne l'est pas, de faire comme si elle était encore une fois sous l'emprise de substances. Elle fait comme si elle était contente de le voir, qu'elle est désorientée, totalement inoffensive. Et avec une voix assez monotone, Danny va dire qu'il avait essayé de contacter à plusieurs reprises Isidora, pourquoi elle n'a pas répondu. Et Isidora va répondre qu'elle utilise simplement des téléphones jetables, donc elle n'a pas eu les appels. Isidora indique où elle doit aller, où il faut la déposer, sauf que elle avait cet espoir que ça allait bien se passer et que Danny allait la déposer là où elle voulait aller, mais non. À un moment donné, un feu, il fallait tourner, lui a continué tout droit. Isidora a dit « Oh bah t'as raté mon arrêt », et Danny va dire « Oui, je vais t'emmener là où tu dois aller, mais faut que je te parle d'abord ». Il l'emmène vers un petit parc, il y en avait plusieurs du même type dans la ville, avec des jeux pour enfants où des gens faisaient un peu leur jogging. Et là, Isidora commence à paniquer, elle se dit que dès que Danny va ralentir, elle saute de la voiture. Danny parle, il dit qu'il recherche des substances, des sédatifs, plein de produits, et qu'il a besoin de l'aide d'Isidora pour se les procurer. Il voulait qu'Isidora soit en quelque sorte son associé, pour attirer des petites filles, les mettre en confiance, et lui derrière, il pourrait leur administrer un sédatif et les kidnapper. Il disait qu'il avait besoin d'Isidora pour réaliser son rêve, et qu'après avoir réalisé ses rêves, il pourrait se débarrasser des corps au niveau du quai qui se trouve derrière sa maison, dans la zone boisée. Et c'est ces termes-là qui ont le plus effrayé Isidora, parce que là, elle comprenait que la première fois qu'elle l'avait vu, il était incertain, mais là, il avait franchi la ligne, il était sûr de ce qu'il voulait faire. Le trajet a continué, Isidora faisait comme si elle était dans les vapes, elle était affalée sur son siège, elle avait les yeux fermés, et elle remarquait que Danny cherchait quelque chose sous son siège, mais dès qu'Isidora faisait un signe comme si elle allait se réveiller, il se relevait, comme s'il ne voulait pas en fait qu'on voit ce qu'il cherchait à attraper. Ça se passe plusieurs fois, et à un moment donné, Danny a ralenti, parce qu'une voiture est sortie de nulle part et il passait devant lui, donc il a été obligé de ralentir, et à ce moment-là, Isidora a saisi sa chance. Elle a ouvert la portière du véhicule et elle est partie en courant. Elle a pris son téléphone portable dans son sac, elle a appelé l'ami avec qui elle était venue de base, Tom, et elle l'a fait venir dans un magasin non loin de là où elle s'était enfuie. Elle était terrifiée, quand elle a retrouvé son amie, elle hurlait qu'elle a failli se retrouver dans le cachot d'un psychopathe, et elle s'en veut terriblement parce qu'elle n'a pas écouté son instinct, elle avait déjà un mauvais pressentiment après les premiers événements, ce qui est totalement normal, mais de par son addiction, elle n'a pas tenu compte de ce qu'elle pressentait, et ça l'a emmenée dans une situation où elle aurait pu subir le pire. Elle se sent également très mal parce qu'elle a entendu ce que cet homme, Danny, voulait faire à des petites filles, et c'est ça qui a marqué sa dernière rencontre avec Danny. Elle a reçu plus tard un autre numéro inconnu qui l'a appelé, mais elle n'a pas répondu. Un message lui a été laissé et c'était bien Danny. Danny qui disait que il voulait la revoir et qu'il avait fini de rénover sa maison. Il louait plusieurs pièces de sa charmante demeure à des locataires, des femmes uniquement, et qu'il avait récemment eu des idées très intéressantes qu'il voulait partager avec Isidora. Isidora a recontacté son ami policier pour donner le nouveau numéro de téléphone de Danny. Elle a essayé de retrouver où se trouvait sa maison, mais elle n'a jamais réussi à remettre la main dessus.
Et son ami policier, 1 an plus tard, l'a contacté pour lui dire que il y avait eu des disparitions d'enfants, non loin du restaurant où elle avait rencontré Danny pour la première fois. Isidora en est sûre, Danny est responsable de ces disparitions parce qu'elle se souvient très bien que en face du restaurant où elle l'a rencontré, il y avait un arrêt de bus, mais un arrêt de bus pour un bus scolaire. Est-ce que j'ai des commentaires à dire sur cette histoire? Non. Beaucoup seront peut-être assez stupéfaits de par les réactions d'Isidora, mais il faut se dire qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens. Elle aurait certainement agi très différemment si jamais elle n'avait pas eu cette addiction aux substances. Aujourd'hui, elle s'en est sortie, elle a réussi à sortir de ça parce que cette expérience aussi l'a tellement traumatisée, de par le fait que elle était incapable de voir les choses qui étaient alarmantes à cause de son addiction. Elle ne sait pas ce qui est arrivé à Danny, est-ce qu'il a été arrêté, est-ce qu'il a jamais été pris. Ça reste à l'état de mystère, et c'est quelque chose de tout à fait effrayant. Maintenant, on va voir l'histoire de Beck. Beck nous dit qu'elle a vécu la plus grande majorité de sa vie dans la campagne de l'Ontario. Ayant vécu là-bas jusqu'à ses 18 ans, elle se dit que elle connaît bien la région. Elle avait eu l'habitude de pas mal se balader, donc elle connaissait vraiment la zone comme sa poche, c'est ce qu'elle dit. Quand elle était jeune, elle avait l'habitude de partir en vélo assez loin dans l'espoir de découvrir de nouveaux lieux. D'ailleurs, dans cette recherche d'exploration, ça arrivait parfois que, par exemple, son père mettait le vélo de Beck dans son pick-up et qu'à un moment donné, elle l'emmenait loin en voiture. Elle allait faire sa balade ensuite assez loin et il la récupérait à un moment donné pour la ramener à la maison. Ces explorations ont mené à la découverte d'une vieille cabane en bois qui était assez effrayante. On ne pouvait pas voir à l'intérieur à cause des fenêtres. Et pour Beck, c'est juste resté un point de repère. Elle savait qu'il y avait ça, mais ça l'a pas intéressé plus que ça. Ça lui faisait un peu peur, mais une de ses amies lui a dit que sa sœur avait essayé de rentrer à l'intérieur, mais que la porte était verrouillée. C'est quelque chose au fur et à mesure du temps que Beck a oublié. Ça, c'est pour le contexte. Mais récemment, Beck rentrait d'un de ses cours, et elle avait l'habitude d'emprunter des routes secondaires, pas les grandes routes utilisées par des voitures. Elle aimait bien rentrer tranquillement parce qu'elles étaient simples à pratiquer et il n'y avait pas de voiture qui passait dessus. Elle était en voiture, donc elle était tranquillement en train de revoir les paysages qu'elle avait l'habitude d'explorer petite en vélo, et à un moment donné, elle remarque une sorte de lueur au loin, qui proviennent des arbres. Et c'est quand elle s'est vraiment rapprochée qu'elle a remarqué ce que c'était. Elle se trouvait devant la fameuse cabane effrayante, et la lueur, c'était une lumière qui venait de l'intérieur. Beck dit qu'elle n'a jamais vu le moindre signe de vie avant dans cette cabane, donc évidemment elle est très surprise. Elle précise bien qu'elle a dû passer devant une centaine de fois et elle n'a jamais vu la porte ouverte, la porte s'ouvrir, quelqu'un qui vivait là ou une lumière. Il était 22 h, il faisait nuit noire, donc c'est quelque chose qui se remarquait. Et évidemment, très curieuse, Beck n'arrivait pas à détacher son regard de la lumière. Elle était déstabilisée et en plus elle dit qu'elle est quelqu'un de facilement effrayé. Beck, alors qu'elle est obnubilée par cette lumière qu'elle n'a jamais vue, est surprise par une ombre qui sort des bois et qui se place juste devant elle sur la route. D'un coup, elle appuie sur la pédale de frein pour s'arrêter. Elle pense qu'elle a affaire à un animal, à un cerf. Elle est assez sous le choc, elle a eu son permis depuis pas longtemps, donc elle pensait qu'elle allait créer un accident, elle n'était pas du tout à l'aise avec ça, mais fort heureusement, il ne s'est rien passé, elle n'allait pas très vite, donc elle a pu arrêter son véhicule rapidement. Et avec la lumière de ses phares de voiture, elle se rend compte que ce n'est pas un cerf qu'elle a failli écraser, mais un homme. Ce qu'elle a devant elle, c'est un homme assez vieux, avec les cheveux ébouriffés, et elle se dit, mon Dieu, j'ai failli en fait tuer quelqu'un. L'homme, doucement, va vers la fenêtre du véhicule de Beck, tape à la fenêtre, et Beck, bien que naïve comme elle se décrit, elle n'est pas stupide. Donc plutôt que d'ouvrir la fenêtre en grand, elle l'ouvre juste à un tout petit écart, et elle demande à l'homme si tout va bien et qu'est-ce qu'il fait au milieu de la route. L'homme ne répond pas à toutes les questions, il a une voix très froide, c'est comme si en fait il n'était pas là, et il dit qu'en fait il a eu un accident avec son pick-up un peu plus loin sur la route. Beck est assez sous le choc, elle a peur, elle est au milieu de nulle part avec un vieil homme, et l'homme lui dit « Viens avec moi, je vais te montrer ». Beck se dit ok, elle commence à démarrer son véhicule, sauf que l'homme lui dit non, 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 prends pas ta voiture, sors, viens à pied, ta voiture ne passera pas. Et là, rapidement, Beck cogite. Elle se dit attends, il me dit que ma voiture ne passera pas, mais lui, il a tenté avec son pick-up. C'est bizarre. En plus, l'homme est sorti de la forêt, pas là où il y avait la maison, mais de l'autre côté. Pourquoi était-il là, alors que s'il avait vraiment eu un accident, il serait directement allé voir dans la cabane où il y a de la lumière. Il réagit comme si la cabane avec la lumière n'existe pas. Beck comprend que quelque chose ne va pas, donc dans sa tête elle se dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle sorte de son véhicule. Elle dit
Vous inquiétez pas, je vais appeler de l'aide, moi je pourrais rien faire. Beck est une jeune fille de 18 ans, donc elle sait que si elle sort du véhicule et qu'on l'agresse, elle est foutue. Et alors qu'elle est en train de regarder son téléphone, l'homme frappe avec la paume de sa main sur la vitre de la voiture et crie « Sors de la voiture !» Beck a un moment de panique, elle sursaute. L'homme a tapé tellement fort que la vitre a tremblé. Elle sait que si l'homme le veut et qu'il continue de taper, la vitre se brisera. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est de mettre le pied au plancher, elle jette son téléphone et elle décide de s'enfuir. La voiture part, elle fait quand même évidemment bien attention à pas se prendre un arbre pour ne pas être stoppée quelqu'un peu plus loin. Elle fait attention, elle regarde dans le rétroviseur, elle voit que l'homme attend au milieu de la route et la regarde. Et au bout de quelques secondes, il se dirige vers la cabane où il y avait la lumière. Beck a réussi à rentrer chez elle sans encombre. En rentrant chez elle, elle a tout raconté à sa mère en pleurant. Sa mère a appelé pas mal d'amis qui ont l'habitude d'emprunter des routes aux alentours de cette fameuse cabane et qui sont au courant qu'il y a cette cabane. Et eux sont clairs, ils n'ont jamais vu le moindre signe de vie dans cette cabane. Donc la question qui demeure, c'est qui était cet homme? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit dans la cabane? Un squatter? Personne ne le sait. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est un témoignage vraiment très flippant, surtout quand on se met à la place de Beck. On peut comprendre qu'elle a eu la peur de sa vie à ce moment-là. Est-ce que une des solutions qu'on aurait pu envisager, c'est d'appeler la police pour qu'ils aillent enquêter? On ne sait pas si ça a été fait, mais quoi qu'il en soit, Beck, elle, n'a jamais repris ce chemin-là, et elle n'a jamais revu cet homme. Donc peut-être que cet homme se trouvait dans cette cabane que une seule nuit, et comme par hasard, la coïncidence faisant mal les choses, c'était la nuit où Beck est passé par cette route. Maintenant, pour conclure, nous allons voir le témoignage d'Eric. Eric nous dit qu'il vivait dans une ville et qu'il avait décidé d'aller voir un ami, Georges, qui vivait à 1 heure de la ville où il se trouvait. Il était parti en voiture avec son amie Lisa et son ami Sam, et ensemble ils sont donc allés passer une petite journée là où vivait Georges. Ils ont passé une très bonne journée et ils ont décidé de rentrer alors que la nuit était tombée. Alors qu'ils sont sur le trajet pour rentrer, Eric, lui, est le conducteur. Lisa, elle, avait un peu bu, donc elle était fatiguée. Elle dormait sur le siège passager à l'avant. Et juste derrière elle se trouvait Sam qui, elle, jouait sur son téléphone. Alors que tout se passait plutôt bien, le groupe dans le véhicule traversait une zone boisée. Tout était très calme. On entendait le volume de la radio qui était très bas. On entendait les roues qui roulaient sur la route. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a fait sursauter Sam et Eric. Lisa, elle, ne s'est pas réveillée. Comme si, en fait, on passait sur un dos d'âne, mais à une certaine allure. Donc évidemment, ça a surpris un peu tout le monde, sauf celle qui dormait qui ne s'est pas réveillée. Et Eric s'est arrêté pour savoir ce qu'il en était. Il a demandé si Sam allait bien. Sam avait fait tomber son téléphone à cause du choc. Sam a regardé derrière et elle a dit « Oh mon Dieu !» Eric, ne comprenant pas ce qui se passe, regarde dans le rétroviseur et il voit qu'il y a un chien allongé sur le sol qui semble avoir été percuté par la voiture. Il ne bouge pas. Sam, qui est une amoureuse des animaux, en veut beaucoup à Eric. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? T'aurais pas pu faire attention ?» Et Eric, il s'en veut, il ne sait pas quoi faire. Et alors qu'il regarde dans le rétroviseur, il se rend compte que la queue du chien remue. Immédiatement, Eric sent que quelque chose ne va pas. Donc il met le pied au plancher et le véhicule s'en va. Il décide de ne pas retourner sur le lieu de l'accident. Sam était presque sur le point de sortir du véhicule qu'Eric lui a dit « Non, ne bouge pas ». Sam, en colère, demande « Mais pourquoi ? Pourquoi il fuit comme ça ?» Et Eric va expliquer que certes, il n'est pas un conducteur hors pair, mais il est quand même un conducteur très attentif. Et le chien qui était étendu était un chien assez imposant, donc s'il avait débarqué au milieu de la route, il l'aurait vu. En plus, il ne roulait pas très vite, donc il aurait eu le temps de freiner. Il aurait pu anticiper, donc pour lui, quelque chose ne va pas. Sam, en colère, n'acceptant pas trop ce que lui dit Eric, regarde encore vers l'arrière, et là, de nouveau, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» avec un ton très apeuré. Eric regarde dans son rétroviseur et il voit qu'il y a 3 silhouettes qui sortent de part et d'autre de la route et qui vont vers là où se trouvait le chien. Et ils regardent tous les 3 en direction de la voiture qui s'en va. Tout le monde est rentré ensuite sans encombre. C'est quelques jours plus tard qu'Eric et Sam en ont parlé à leur amie Lisa qui dormait, qui elle n'a pas du tout assisté à la scène. Et ces événements qui les ont apeurés et qu'ils n'arrivent pas à expliquer, ça a fait qu'ils vont quand même voir toujours leur ami Georges qui se trouve à l'extérieur de la ville, mais cette fois-ci, ils se donnent entre guillemets comme contrainte le fait de rentrer toujours avant que le soleil ne se couche pour ne pas revivre ce genre de situation. Il n'a jamais su quelles étaient les intentions de ces hommes, mais ce qu'il sait, c'est que leur intention était loin d'être positive, parce que pourquoi se cacher de part et d'autre d'une route et potentiellement simuler un accident? Évidemment, Eric pense qu'ils avaient pour but
d'agresser ceux qui étaient à l'intérieur du véhicule si jamais ils en étaient sortis, peut-être voler le véhicule en lui-même. Il n'a pas beaucoup d'idées concernant ce qui aurait pu se passer, mais ce dont il est sûr, c'est qu'en prenant la fuite à ce moment-là, il a évité le pire. Alors selon vous, quelles étaient les intentions de ces hommes? Et voilà les amis, on en a fini pour cette vidéo. Je pense que ce sera une vidéo assez longue, je pense que je vais pas mal suer au montage. J'espère en tout cas que toutes ces histoires vous ont plu. Personnellement, je ne crois pas avoir déjà raconté ces histoires sur la chaîne, ou alors c'est que je les ai oubliées. J'espère que ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces histoires vous avez préférée, et bien sûr si vous avez des théories vis-à-vis de telle ou telle histoire, ce sera avec grand plaisir que j'irai voir tout ça, voir un petit peu ce que vous avez comme théorie sur les intentions de telle personne ou telle personne. Vraiment, on pourra peut-être avoir des théories viables tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne, c'est vraiment très important. Je remercie vraiment tous ceux qui le feront, merci beaucoup pour le soutien. Si jamais vous souhaitez me suivre sur Instagram, je vous l'affiche juste ici. C'était encore une fois un plaisir pour moi de partager toutes ces histoires avec vous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!